et le racisme. Contre ce racisme persistant, intolérable aux yeux de certains, une riposte fut imaginée, la tolérance, belle et noble idée. Certains firent la fine bouche en flairant une odeur de bénitier. Mais dans l'ensemble, nous fûmes nombreux à nous emparer de cette alternative. La tolérance était le signe de l'évolution des sociétés européennes, du recul pris par rapport aux attitudes réactionnaires et nationalistes que charriait inéluctablement la défense de l'identité nationale. Ceci m'avait frappé lors d'une session de l'université d'été de la Complutense de Madrid. Nous étions réunis à l'ombre d'El Escorial, ce palais austère construit par le fils dévot de Charles Quint, Philippe II, qui avait pour l'amour du Christ déporté les derniers descendants des musulmans de l'Andalousie dans une province du nord de l'Espagne. Si Philippe II était parmi nous, il serait étonné et choqué de l'intérêt que les jeunes Espagnols portent aujourd'hui aux moros, aux musulmans. Et j'expliquai aux jeunes femmes qui m'écoutaient et dont l'inquiétude portait plus sur le respect de la culture des femmes émigrées marocaines que sur les moyens de les intégrer et de les faire profiter des conquêtes des femmes espagnoles. Cette tolérance vis-à-vis des autres cultures est particulière à l'Europe et ne se retrouve guère ailleurs, notamment dans le monde musulman, où les étrangers, dans le meilleur des cas, sont contraints de rester invisibles et aucune place ne leur est faite dans l'espace public. Disparition progressive des lieux de culte réduits à leur strict minimum, interdiction de la viande de porc, vente d'alcool très surveillée. À la demande de l'Arabie saoudite de construire une mosquée à Genève, les Suisses ont répondu, avec à-propos, qu'ils accepteraient bien volontiers à condition de pouvoir en échange construire un temple en Arabie. Cette expérience de la tolérance m'intéresse, d'autant plus qu'elle permet d'aborder la question de l'identité, sujet central de ce texte. Elle met à mal l'idée d'une vérité en matière d'identité nationale. Dans certains pays européens, en France par exemple, le discours sur la nation se décline autour du problème des sans-papiers, des migrants, des visas, des frontières, du respect des cultures, et non plus comme au temps de Charles Maurras, dans une vision sublime de soi. Ce type de discours en politique, tabou dorénavant, n'est osé que par les partis d'extrême droite ou par ceux qui s'aventurent sur leur terrain électoral. Mais le diable est dans les détails. Le recours intempestif à la tolérance ne suffit pas à répondre à la question du vivre ensemble. La tolérance à la française est devenue un avatar du relativisme culturel. C'est là le point de discorde avec les féministes du Sud. Qu'en est-il de l'égalité des sexes au regard de la tolérance ? Pour bien comprendre le sens de cette question, je la pose au sujet de l'esclavage. La différence culturelle ne peut jamais justifier cette pratique, même si elle est inscrite dans le Coran ou dans des pratiques culturelles. Or, en France, en Espagne, en Italie, le traitement sexiste des femmes est toléré quand il est revendiqué et pratiqué par des populations venues d'ailleurs. Le grand sommet sur les discriminations organisé par la présidence française de l'Union européenne à Paris le 5 septembre 2008 a été révélateur à cet égard. Sur les prospectus distribués pendant la conférence, la diversité européenne était représentée par une femme voilée. Et la seule évocation de discrimination à l'égard des femmes était illustrée par un petit film où une jeune fille voilée en orange minaudait devant une commission du Parlement européen sur son désir d'être moderne, de participer au développement de l'Europe, pourvu que son voile ne lui en interdise pas l'entrée. Cette jeune fille était donnée pour un bel exemple de civilité, et à travers elle, les islamistes dits modérés, plus démocrates et plus libertaires que ces acharnés féministes qui voient des offenses partout. Invité à m'exprimer à la fin des travaux sur l'ensemble de la conférence, j'ai dit que j'avais la crainte
de ne pas être entendue. C'est là que j'ai pris conscience qu'à présent, j'étais invisible dans le paysage politique. Pis, que je n'avais plus de nom. J'étais l'innommé. Ce que j'étais, ce qu'étaient les femmes de mon pays, du Maghreb, des pays arabes, qui luttent pour l'égalité des femmes et des hommes sans restriction, fussent-elles au nom de la religion, avait disparu de la palette des représentations de la communauté internationale. Nous avons été gommés du paysage politique parce que, devenus encombrantes dans la grande fête de réconciliation des cultures à laquelle nous convoquaient régulièrement les stratèges politiques pour bâtir un monde nouveau. Il est peut-être encore temps de nous faire entendre et dire qui nous sommes. Ce qui n'est pas aisé. Être de culture musulmane, laïque, libre penseur et féministe, voilà une bizarrerie qui ne s'explique pas aisément, qui peut même paraître provocatrice, et pas seulement à ceux qui font de l'apostasie un interdit absolu de l'islam. Il ne s'agit pas d'une provocation stérile. Cette bizarrerie concerne de nombreuses femmes et hommes issus et de cultures musulmanes qui vivent dans leur pays d'origine ou en Europe. Pour ces hommes et ces femmes du XXIe siècle, il s'agit de savoir comment penser la dualité musulmane, laïque et libre penseur. Il est important pour nous de mettre cette question en débat à un niveau global, et puis précisément entre les Européens et nous, à partir d'un espace méditerranéen commun qu'à valeur d'exemple, celui de l'affrontement de la pensée grecque et ou laïque et du monothéisme. Plus qu'une guerre des cultures, nous vivons l'affrontement entre un monde qui est resté plongé dans le sacré et un monde qui est sorti du religieux. Être une féministe laïque, musulmane et libre penseur, c'est être exactement à l'épicentre de cette rencontre tectonique.